Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de NXT Level Up et NXT 2.0, enfin NXT voilà. Tout simplement parce que cette semaine j'ai pas eu le temps de... Enfin, surtout en plus en fin de semaine, puisque pour ceux qui ne sauraient pas, NXT est diffusé sur le network le jeudi. Sauf que j'avais une réunion importante ce jour-là. Et ensuite, jeudi, vendredi, il y avait le maître d'Anacalypsie qui était présent. Du coup, ben, on a regardé une série télé et fait une vidéo d'une heure et demie à peu près sur une série télé française, hein. Première fois en 2 ans et demi que on touche à un programme télévisé français. Ce qui était super cool, parce que je pense que c'était peut-être ma série française préférée en termes de vraie série, parce que bon, Noob et Visiteur du Futur, ça reste très très haut placé pour moi aussi. Mais du coup, voilà, vidéo, en tout cas si des gens s'intéressent, ça s'appelle Detox, et on en parlera, enfin, pour ceux qui connaissent ma chaîne cinéma, en gros, je vais faire une vidéo sur chaque épisode, comme pour mercredi, et ensuite il y aura la vidéo bilan, où là, la vidéo bilan, il y aura moi et le maître d'Anacalypsie. Voilà. Mais du coup, comme il y a 6 épisodes, du coup ça fait à peu près un mois et demi où vous avez tous les... Je ne sais pas encore lequel jour je choisirai, mais voilà, vous aurez une vidéo chaque semaine et ensuite le bilan la septième semaine. Bref. Et du coup, bah, j'ai passé 2 jours là-dessus. Et puis en même temps pour profiter de mon frère que je n'avais pas vu depuis un petit moment, puisque le maître d'Anacalypsie, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est mon frère. Euh, et, euh, et du coup, bah, après avec des potes et tout, donc pas non plus énormément d'occasions de travailler des vidéos. Donc je me suis dit, tant pis, on va regarder NXT et NXT Level Up l'un à la suite, faire les deux vidéos ensemble. Et au moins, voilà, même si ça sort en retard, vous avez quand même les deux programmes. Voilà, donc je vais commencer par Level Up. Et ensuite, je vais finir sur NXT, histoire de terminer sur le gros show et le match que j'attendais le plus cette semaine et qui malheureusement n'était pas aussi incroyable que ce que j'aurais espéré, mais qui fait référence à certains Royal Rumble. Mais on va en reparler après. Donc, level up du 13 janvier. La soirée a commencé avec Oba Femi contre Von Wegner. Donc, j'ai été très surpris de voir Wegner à level up, alors qu'on était habitué à le voir à NXT assez régulièrement. Mais c'est vrai que ça faisait 1 ou 2 semaines qu'on l'avait pas vu, mais j'avais pas fait attention. Mais ce fut un match sympa, parce qu'on a eu deux gars à peu près de la même carrure. Enfin, même taille, parce que bon, Obafemi était quand même un peu plus mastoc que Von Wegner. Mais le match, moi, j'ai trouvé plutôt fluide, plutôt sympa. Et c'est vrai qu'en vrai, c'est pas con non plus de prendre des gars un peu plus, entre guillemets, expérimentés, face peut-être à des gars un peu moins, et ça permet de progresser sûrement plus facilement que si tu mets juste deux personnes moins expérimentées ensemble. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. Victoire de Von Wegner, en même temps, je pense que ça aurait été bizarre que Von Wegner ne gagne pas. Voilà, et qui gagne, même s'il se prenait un gros enchaînement dans la tronche, et du coup il va réussir à esquiver un coup, placer une big boot en pleine course, puis faire son finisher qui est comme une sorte de attitude adjustment. Et du coup, bah, pour la victoire. Et quand je disais que pour moi c'était logique que Von Wegner y gagne, c'est pas le fait qu'Obafemi soit mauvais ou pas, mais c'est juste que Obafemi, j'ai aucun souvenir de l'avoir vu dans un truc important, entre guillemets, alors que Von Wegner s'est quand même retrouvé dans des courses au titre. Donc voilà, je veux dire, ça aurait été plus logique. Et puis NXT et pas comme les rosters principaux, quoi. La roll-up, c'est pas vraiment le truc principal d'NXT, quoi. Ensuite, on a eu Isla Dawn face à Jakara Jackson. Encore une fois, étonné de voir Isla à level up alors qu'elle était dans une grosse rivalité avec Alba Fire
dans le roster de NXT, enfin dans les épisodes de NXT normaux. Donc pareil, ça m'a surpris quand j'ai vu, parce que comme vous savez, quand vous êtes sur le network, vous avez toujours un petit résumé de petites choses que vous pouvez avoir, notamment un level up. On vous met les 3 matchs qui seront présents dans l'épisode. Et pareil, quand j'ai vu Wagner Isladon, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que eux ils sont là? Je me dis, Isladon, la semaine dernière, il était encore dans un gros match de rivalité. Et là, d'un coup, elle arrive à level up. J'ai pas compris, mais pareil, on a eu un match plutôt sympathique. Voilà, après victoire, pareil, assez logique de Isladon. Bon, avec son finisher que j'aime pas, là, le truc de sorte de coup d'avant-bras au niveau de la poitrine. Bon, je suis pas fan. Mais pareil, la victoire me paraissait logique, je veux dire, Isladon elle ressort d'une confrontation contre Alba Fire qui est quand même une très très grande catcheuse de par son run à NXT UK. Et après même là, bon, je suis pas sûr qu'elle ait fait autant de choses folles qu'à NXT UK depuis qu'elle est à NXT normal, mais ça reste quand même un très gros nom de la WWE, donc je veux dire, tu peux pas réussir à être à peu près à égalité avec un gros nom et ensuite perdre contre entre guillemets une rookie quoi. Ce serait un peu bizarre. Mais en attendant, ça permet de mettre en avant ces nouveaux talents. Donc voilà. Puis en plus, comme elle vient de se prendre une défaite, non attends, c'est qui a gagné le match la semaine dernière? C'était Alba ou Isla? Je m'en souviens même plus. Mais en même temps, pour ceux qui ont vu l'épisode de NXT de la semaine dernière, c'est vrai que c'était toute une partie qui m'avait énervé. La partie avec le segment où tout le monde venait dire oui, moi je veux la ceinture. Et puis après, toute la bagarre entre Isla et Alba qui n'avait aucun sens selon moi, surtout du côté de Isla Dawn, puisqu'on n'avait toujours aucune raison de sa haine envers Alba. Euh, voilà, même si encore une fois le match je le trouvais cool, mais j'aime bien qu'il y ait des raisons à certaines choses, surtout dans des cas comme ça. Donc voilà, pour moi quelqu'un qui ressort d'un gros match comme ça, pour moi voilà, surtout si de mémoire Isla a perdu, bah forcément lui donner une petite victoire comme ça, c'est pas plus mal. Et on termine le show avec Duke Hudson contre Damon Kemp, voilà, qui pareil était un bon match, voilà, c'était pas non plus aussi foufou, mais franchement, c'était plutôt sympa. C'est vrai que je me souvenais pas forcément des prises comment dire, des prises principales de Duke Hudson. Donc, j'étais surpris du finish du match, puisqu'au final, il va quand même gagner contre Damon Cup, même si le match était vraiment très bon entre les deux. Ça matchait plutôt bien. Euh, et en fait, il va juste faire un enchaînement de droites pendant que le public chante, enfin, scande le si, Edge, hey, jusqu'à ce qu'il fasse Chase You, un peu comme André Chase quand lui il fait pareil bah, avec les coups de pied au sol et tout. Puis après ils font le Chase You avec le signe des mains et puis hop il les termine. Mais du coup bah, Duke Hudson va plus ou moins gagner comme ça. C'était plutôt sympa. En même temps c'est pas surprenant parce que le Chase You est tellement populaire auprès du public que bah, c'est plutôt normal de les faire gagner. Puis Damon Kemp, par contre, j'ai l'impression qu'il n'a pas gagné quelque chose depuis un petit moment. On passe du coup désormais à NXT, épisode spécial New Year's Evil, ouais. Qui était du coup sorti le 10 janvier. Donc effectivement, on se commence à remonter un petit moment. Du coup, ça a débuté avec Tony D'Angelo contre Dijak et qui était un match vraiment sympa. Même si ce que je retiens du match, c'est que bah, Tony D'Angelo, plus je le vois, plus j'apprécie ce qu'il fait et tout, depuis qu'on commence à le voir dans le ring et tout. Par contre, Dijak, honnêtement, j'arrive pas à aimer Dijak. Franchement, il me plaît pas du tout. J'aime pas trop son style de catch. Euh, je sais pas comment il était avant qu'il soit intégré à Rétribution, parce que bah, du coup j'ai connu sa période de Rétribution qui était malheureusement un gros raté, hein, ce clan. Mais du coup, l'avant Rétribution, à l'époque où il était sûrement dans l'ancien NXT,
Voilà, je sais pas ce qu'il valait, mais en tout cas, aujourd'hui, j'aime pas du tout ce qu'il fait. J'ai du mal avec son personnage, j'ai du mal avec ce qu'il fait dans le ring. Même si le match, il était bon, mais tout ce que j'ai aimé, en fait, ça venait surtout de ce que faisait Tony D'Angelo et pas spécialement de Dijak, quoi. Et c'est un peu dommage. Euh, Parce que même Tony D'Angelo, c'est ce qu'il disait par rapport à la justice. C'est bien de faire justice soi-même, mais bon, au bout d'un moment, c'est pas pour ça qu'il faut commettre des crimes, quoi. Parce que bon, séquestrer des gens et tout, c'est pas quelque chose de légal. Mais bon, c'est bah, un personnage un peu bizarre. Et en match, bah, voilà, c'est pas le genre de style de catch qui me passionne. Mais bon. N'hésitez pas à me dire voilà, si c'était pareil avant Rétribution ou si ça a toujours été comme ça et que bah, malheureusement, même si je regarde d'anciens matchs de lui, ce sera jamais un catcheur que j'apprécierai ou à voir comment il évoluera. Mais bon. Du coup, le match il s'est terminé sur. Enfin, non, il s'est pas terminé, ça c'est une scène où j'ai eu un peu peur pour Tony D'Angelo euh, où il fait la close line à Dijak, où les deux ils passent par-dessus la troisième corde, et dans la chute, on voit quand Tony D'Angelo il passe, il repasse, sa tête repasse en dessous de la première corde, mais ça n'a pas l'air de l'avoir impacté plus que ça. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais pas trop rassuré pour lui. Bon, après, ils vont quand même réussir à continuer le match. Euh, et on a Angelo du coup qui va se relever du kick et chokeslam de Dijak. Honnêtement, quand j'ai vu le truc, je me suis dit ah ça y est le match il est plié et non pas du tout. En même temps, quand tu vois que Tony D'Angelo la semaine dernière ou il y a 2 semaines avait l'air d'être l'adversaire le plus difficile pour Wesley en termes de match de championnat, enfin du moins de ce que moi j'ai vu des matchs de Wesley, tu te dis effectivement si le mec il perd bon, c'est quand même des gros moves, mais s'il perd comme ça assez tôt dans un match, euh, bah Dijak du coup devrait pouvoir démonter assez facilement Wesley en termes de puissance quoi. Donc c'est bien que Angelo ait ramené un peu de suspense et voilà que le match ait duré un peu plus longtemps. Et du coup, un moment donné, alors oui, je vais encore en parler après, mais les pubs, ça commence à me gonfler. Toutes les coupures là. Bon, ici ils ont remontré ce qui s'est passé. Mais du coup, à un moment, parce qu'il y a Stax forcément qui va intervenir en dehors du ring, à un moment il y a Dijak qui envoie Angelo vers le tablier. Du coup, tu as Stax qui s'y met pour protéger et renvoyer Angelo qui, je crois, va faire une sorte de spear ou je ne sais quoi à Dijak. Et du coup, un peu plus tard, Dijak va reprendre le dessus et en fait, il va attacher Stax au niveau de la première ou deuxième corde. Et du coup, il va vouloir absolument protéger Angelo, sauf que Angelo va le repousser pour lui dire, je crois qu'il dit un truc genre ouais, t'es de la famille ou un truc comme ça. Et je me souviens d'avoir bien entendu le mot famille, mais je me souviens pas du reste. Et en fait, il va pousser Stax et en fait, bah, ça va le distraire lui-même. Il va se prendre un gros kick dans la tronche. Et du coup, victoire de Dijak. Et ce qui est un peu dommage, c'est que bah, euh, il est censé partir pour la course au titre. Donc, même si je préfère de très très loin Tony D'Angelo, j'aurais quand même aimé que la victoire de Dijak soit clean pour apparaître comme un gros monstre face à Wesley. Donc, pas forcément un très gros en ayant squatché Angelo. Mais là, on avait un bon match qui a duré quand même, je pense, pas loin de 10 minutes dans ces eaux-là. Donc, un bon match et qu'il ait pu battre D'Angelo, du coup il aurait pu avoir vraiment se dire voilà j'ai ma place pour la course au titre, alors que là il gagne parce que Angelo a eu une diversion quoi. Donc je trouve un peu dommage, mais en même temps on se doutait forcément que Dijak allait gagner puisque Angelo a déjà eu sa chance au titre, c'est au tour de Dijak donc c'était de la pure logique que Dijak gagne. Donc voilà, c'était un match pas forcément où j'avais de grosses attentes, parce que bah, résultat forcément très attendu en termes de course au titre.
Et puis bah, pas hyper fan de Dijak. Ensuite, on aurait dû avoir un match entre les Creed Brothers et les Indus Chair. Du coup, Songa arrive tout seul, micro en main. T'as les Creed Brothers qui veulent absolument se battre. Et du coup, Songa va annoncer que Virma n'est pas là. Et du coup, c'est Jinder Mahal qui va faire son retour à la WWE, enfin à WWE, du moins son retour dans les écrans, quoi, parce qu'il avait été absent depuis un petit moment, parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas le souvenir d'avoir vu Jinder Mahal, au moins dans un PLE, parce que même si je regarde les reviews de Raw et SmackDown, voilà, je peux oublier forcément, mais les PLE je les regarde, donc là, je peux pas forcément oublier tout ce que j'ai vu, mais c'est vrai que Jinder Mahal, ça fait un moment que j'ai pas le souvenir de l'avoir vu quelque part. Du coup, même si c'est pas le plus grand catcheur, c'est toujours plaisant de revoir des petits retours comme ça, surtout que là c'est assez logique. Et du coup, Jinder Mahal va juste arriver et exploser les Creed Brothers. Voilà, c'était un passage plutôt sympa. Et du coup, j'ai appris du coup en retraînant un peu sur internet que en fait si Virman était absent c'est parce que son père, je crois que c'est bien son père qui est décédé, donc bah voilà, toutes nos condoléances à Virman et en espérant qu'il pourra revenir en forme prochainement et puis qu'il prenne le temps qu'il lui faut pour se remettre, parce que bon, je sais ce que c'est de perdre un parent, donc c'est pas forcément facile de s'en remettre. Bref. Ensuite, on a eu un gauntlet match par équipe. Donc, on a eu en premier les Pretty Deadly face aux Rockers. Je ne sais pas du tout que c'était, mais je pense que c'était des jobbers, hein, parce que voilà. Les mecs ils vont arriver, il y en a un qui va se faire dégager dehors, et le second il va subir un codebreaker, une sorte de spinebuster assisté pour la victoire directe. Les Pretty Deadly en plus ils étaient super contents et tout. Enfin moi j'adore les Pretty Deadly, ils me font toujours marrer, enfin ils sont vraiment très cool. Et du coup le New Day va arriver, puis ils vont dire oui. Là, c'était un petit peu trop facile. Faut que vous affrontez des équipes bien plus fortes du roster, machin. Enfin, parmi les meilleures équipes du roster, même. Et du coup, ils annoncent l'entrée d'Edris Enofé et Malik Blade, qui, même si en termes d'équipe, je les trouve pas aussi. Je trouve pas qu'ils aient une cohésion aussi forte que les Pretty Deadly, notamment, ou le New Day, carrément, ou les Usos, euh, ou encore les Street Profits. Mais en termes de performance, je trouve qu'ils sont quand même plutôt très bons. Mais après, moi, je suis un fan des voltigeurs, donc forcément, ça passe. Euh, et du coup, on a notamment un passage que j'ai trouvé hyper cool avec Malik Blade qui va faire un frog splash juste après la souplex de la troisième corde de Elton Prince sur Enofé. C'était trop cool, qui venait à peine de tomber, que hop là, Malik Blade il s'est envolé sur Elton Prince. Prince, j'ai du mal. Et c'est vraiment très cool. Au final, on va voir la roll-up de la soirée avec Idris Elba qui va tenter une roll-up sur Elton Prince. Mais du coup, Kate Wilson va repousser la roll-up, du coup qui va s'inverser et va mener à la victoire des Pretty Deadly. Alors, je ne comprends pas spécialement pourquoi ils ont fait ça. euh, Parce que en soi, Malik Blade et Idriss Enofé, ils sont pas dans la course au titre, donc je veux dire, t'as pas besoin de les garder super forts non plus. Voilà, je sais pas pourquoi est-ce que eux, ils ont eu le droit à la roll-up pour rester forts. Bref. Ensuite, les New Day ils reviennent, ils font voilà, vous allez affronter une autre des meilleures équipes de NXT, machin, et ils annoncent Briggs et Jensen. Sauf qu'on découvre backstage qu'ils se sont fait agresser. On ne sait pas par qui. Alors soit c'est par les Deadly qui avaient peut-être prévu la chose, hein, qu'on allait... parce que bon, les mecs ils savent très bien qu'ils sont dans un gauntlet match. Hein, on a vu ils sont pas cons en disant tiens on a battu les Rockers, c'est bon on peut revenir dans la course au titre. Voilà, je pense qu'ils savent très bien qu'il y a d'autres équipes qui allaient arriver, donc peut-être qu'ils sont attaqués à ceux-là parce que voilà, ils avaient peur d'affronter ceux-là.
Mais en tout cas, on voit Backstage qui se sont fait agresser. Et du coup, c'est une équipe qui s'appelle le Gallus, que je ne connais absolument pas. Alors, en faisant quelques recherches, j'ai vu que c'était une ancienne team de NXT UK. Voilà, donc, mais peut-être que c'est eux aussi qui auraient pu agresser Briggs et Jensen pour prendre la place dans le match. C'est une deuxième possibilité, et c'est celle qui me paraît la plus plausible. Euh, et au final, ben, Gallus va totalement défoncer les Pretty Deadly. Voilà, on a notamment Wilson qui va subir un kick sur les épaules d'un des deux gars, puis une power slam, et du coup la team Gallus va remporter le gauntlet match. J'aimerais bien, si c'est possible, en commentaire, parce que je pense que parmi ceux qui commentent, euh, il y a sûrement la réponse, mais est-ce qu'on pourrait me donner le nom des deux gars de la team Gallus? Parce que je sais que dans la team à la base ils étaient trois, mais du coup parmi les trois je ne sais pas vraiment lesquels sont les deux présents aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai hâte de les découvrir un peu plus que ça, parce qu'ils ont l'air plutôt cool et de faire des bonnes perfs. Même si là, on les a vus à peine 2-3 minutes, parce que vraiment, ils sont arrivés, ils ont démonté les Deadly, et puis ils ont gagné assez rapidement. Et en même temps, les Pretty Deadly avaient déjà eu un très bon match juste avant, donc c'est un peu normal que la suite ait été assez vite. Ensuite, on a un autre retour, et très certainement le tout dernier de la soirée, parce que je crois qu'ils ont profité de cet épisode-là pour faire des retours. Je pense qu'ils devaient se dire qu'il y aurait plus de, peut-être pas forcément de public, parce que la salle n'a pas l'air plus grande que d'habitude, mais peut-être plus de spectateurs en annonçant un épisode New Year's Evil. Voilà, ce sera intéressant de voir un peu ce que, en termes de visionnage a donné cet épisode par rapport à un épisode classique de NXT. Mais en tout cas, ils ont quand même fait revenir Gallus, ils ont fait revenir Jinder Mahal à NXT, et là, ils ont fait revenir Tiffany Stratton, donc celle, je pense, qu'on voyait dans les teasers depuis plusieurs semaines, qui est juste venue au ring, qui arrivait en mode je suis la meilleure du roster féminin, les autres en gros elles sont nulles, voilà, je suis de retour, et puis voilà, j'ai juste fait une promo en gros pour se mettre en avant et ensuite repartir. Alors moi j'avoue que je ne connais absolument pas cette fille-là, donc comme la team Gallus, je ne connais pas. De tous les retours, il n'y a que Jinder Mahal que je connaissais. Mais je la connais pas, je sais pas du tout ce qu'elle vaut dans un ring, parce que forcément, quand tu fais revenir des gens, forcément, même si c'est pas les meilleurs, bah, forcément, eux, ils vont se mettre en avant dans les promos et tout, c'est un peu mieux pour donner au public l'envie de regarder. Mais je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est très bon ou pas dans le ring, donc j'ai quand même hâte de la découvrir dans un match plus tard, voir ce qu'elle aura comme rivalité, parce que bah, je ne connais pas, et comme pour les Gallus, ce sera un grand plaisir de découvrir leur performance à venir. Ensuite, on a le match de championnat pour le titre de NXT entre Grayson Waller et Bron Breakker. Alors là, tu te dis, c'est très bizarre de mettre un match de championnat entre un gars qui peut possiblement devenir le nouveau champion d'NXT et le mec qui est champion depuis déjà pas mal de temps en milieu de show. Tu te dis c'est hyper bizarre, c'est qu'il va sûrement se passer un truc. Honnêtement, je savais que ça allait pas finir clean. Je me dis s'ils mettent pas ça en début de show, en main event, c'est qu'il va se passer quelque chose. Et il s'est passé quelque chose, c'était un peu décevant, mais on va revenir sur les trucs qui m'ont un peu, je trouvais très dommage, mais déjà à un moment donné, on a Grayson Waller qui va envoyer Braun Breaker dans le coin, et du coup la corde du milieu va casser, voilà, tout va juste lâcher, tu dis ok, c'est bizarre, t'as des matchs toute l'année, plein de matchs, les cordes elles tombent jamais, à part pour Finn Balor Démon qui affronte Roman Reigns, sinon les cordes elles lâchent jamais. Là, bizarrement, elle lâche alors que tu pousses quelqu'un dans le ring, alors que t'as des catcheurs catcheuses qui en envoient dans le ring de manière beaucoup plus violente dans certains matchs.
Je dis ok. Ensuite, un peu plus tard, on a Grayson Waller. Ça, j'ai bien aimé, qui va modifier son finisher quand il rentre dans la ring en faisant la roulade. D'habitude, je crois qu'il chope les gens à moitié en mode de stunner. Enfin, du coup, ça fait un peu comme le stunner ou une sorte de RKO, je sais plus trop, mais qui est plutôt stylé quand même. Et là, il va le modifier avec un coup de genou dans la face de Breaker parce qu'il a remarqué que Breaker était déjà en position pour contrer. Donc il va directement s'adapter à la position de Breaker, donc c'était plutôt cool. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Grayson Waller, il monte sur la deuxième corde, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la deuxième corde se casse à nouveau. Et ouais, tous les arbitres, ils sont venus à je sais pas combien pour mettre les cordes, et non, elle a cassé à nouveau. Du coup, bah, t'as un arbitre qui se met à compter à l'extérieur. Grayson Waller, il veut remonter dans le ring, sauf qu'il attrape la corde qui est cassée, donc il retombe par terre, et du coup, l'arbitre compte jusqu'à 10, fin du match. Et c'est hyper décevant. C'est hyper décevant parce qu'encore une fois, les cordes elles cassent jamais dans les matchs. Et là, deux fois dans le même match, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. C'était pareil avec Roman Reigns et Finn Balor version démon. Comme je disais, quand voilà, ils savaient pas trop comment faire perdre le démon ou faire faire perdre le démon parce que Roman Reigns au final il a gagné, mais les mecs, ils ont lancé le match entre Roman Reigns et le Finn Balor démon, et après ils se sont dit, ah ouais, mais attends, comment on le fait perdre le démon? Et ils ont trouvé ce truc débile que la corde lâche d'un coup. C'était nul, quoi. Et là, ils refont pareil, ils se disent, ok, on a mis Breaker, Grayson Waller là, sauf qu'on veut pas faire gagner Breaker ou Waller maintenant, donc bah allez, les cordes elles vont casser. Et deux fois dans le même match. Alors que les mecs, ils te remettent les cordes et techniquement, ils auraient dû voir si elles étaient bien mises ou pas. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Pourtant, le match était sympa, on a deux bons performeurs, mais ce truc des cordes qui ont cassé, ça m'a saoulé. Et en plus, deux fois dans le même match, faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. Essayer de nous faire des trucs bien. Bref, oublions ce désastre et passons ensuite à Hank Walker contre Charlie Dempsey. Du coup, qui était un match plutôt intéressant par rapport au segment et tout ça qu'on avait eu entre Dempsey, Drew Gulak et Hank Walker. Et du coup, ici, on a Hank Walker qui va réussir à placer une soumission, faire une sorte de clé de bras à Charlie Dempsey. C'était plutôt cool de voir que il a quand même appris des choses, s'est amélioré dans la soumission et tout grâce à Gulak. Et au final, Charlie Dempsey va quand même réussir à faire abandonner Hank Walker et sortir vainqueur du match. Bref, c'était plutôt sympa pour l'évolution de Hank Walker, mais c'est pas non plus les matchs ultra techniques comme ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Du coup, suite à l'agression qu'il y a eu en début de show, on a Julius Creed contre Jinder Mahal. Match qui était plutôt sympa. Alors j'avoue que j'étais pas entièrement dedans parce que j'étais en train de faire un CV pour, euh, pour, de- pour faire des trucs de figuration et tout. Donc j'avoue que j'étais un peu moins dans ce match. Surtout que les Creed Brothers ou Jinder Mahal, c'est pas non plus les catcheurs que j'aime le plus. Donc j'étais un peu... voilà, un peu ailleurs. Mais du coup, on a quand même Jinder Mahal qui va esquiver un saut de la troisième corde, enchaîné avec un kick et son finisher, qui voilà une sorte de chokeslam revisité plutôt sympa. Et du coup, victoire de Jinder Mahal. Je trouve plutôt logique, hein. Julius Creed, il s'est fait passer à tabac au début de l'épisode, enfin à peine une heure avant, même pas. En plus, voilà, Jinder Mahal, il fait à peine son retour, il est en pleine forme, donc c'est plutôt logique qu'il y ait cette victoire de Jinder Mahal à voir par la suite. On aura sûrement un match par équipe à un moment donné. On passe au dernier match de la soirée, la Battle Royale à 20 femmes pour déterminer la challengeuse pour le titre de NXT Women's. Du coup, ce qui était marrant, c'est qu'il n'y a que deux filles qui ont droit à leur entrée, enfin du moins télévisée, hein, parce que on a vu Cora Jade arriver, et en vrai c'est hyper frustrant parce que tu la vois faire son entrée, tu te dis bon,
si elle a le droit à son entrée, c'est que quand même, voilà, elle va rester un petit moment dans le match. Waouh. Et après, on a juste Zoé Stark aussi, dont on voit l'entrée. Et voilà, tu dis, ok, toutes les autres, tout est éclipsé d'un coup. Mais quand je parlais d'une coupure, c'est pas de ça que je parlais, vous verrez un peu plus tard. Du coup, Cora Jade se fait éliminer dès le début du match. Et en même temps, il y avait eu une petite vanne entre Mackenzie et Roxanne Perez en coulisses sur Cora Jade. Voilà, et du coup, là, Cora Jade se fait éliminer dès le début par Valkyria. Donc, bon, voilà. C'était un peu décevant de ma part de voir ma préférée se faire éliminer direct. Après, je l'avais dit la semaine dernière que je ne voyais pas Cora Jade gagner. Mais je la voyais pas non plus se faire éliminer au bout de 3 secondes, quoi. Je pensais qu'elle resterait quand même un peu plus longtemps. Voilà, un peu plus tard, on a Kiana James qui va éliminer la pote de Ivy Nile, j'ai oublié son nom, et qui va même sauver Fallon Henley. Donc faut croire que plus elle tombe amoureuse de Briggs ou Jensen, voilà, plus elle fait des trucs qui ont l'air d'être en contradiction avec son ancienne rivalité. Mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que de mêler ce côté, bah oui, c'est vrai que bon, on s'est affronté et tout, mais je suis amoureuse de ton pote, donc voilà, je vais essayer quand même de faire des trucs cool pour que ton pote me voie bien. Je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, hein, c'est bien, des fois un petit peu de romance. Voilà, c'est pas mon truc préféré. Je ne regarde pas de comédie romantique, mais des fois dans des drames ou des trucs comme ça, un peu de romance, ça fait du bien. On a Lash Legend qui va éliminer une personne après s'être pris une atémie. Voilà, c'était plutôt cool, mais j'ai aucune idée de qui était cette personne. Sol Ruka va faire un truc qui m'énerve à chaque Royal Rumble. J'ai appelé ça, elle nous fait une Naomi ou Kofi Kingston. C'est un truc, en fait, ce qui m'énerve, c'est que quand c'est arrivé la première fois, sûrement avec Kofi Kingston, tu dis ok, c'est cool. Donc c'est le fameux coup où la personne se fait virer à l'extérieur du ring, sauf que du coup il atterrit pas au sol, donc soit déjà pour Kofi ou Naomi, ça arrivait qu'ils arrivent à atterrir sur la table des commentateurs ou sur la barricade. T'avais Mandy Rose aussi une fois qui en tombant était tombé sur Otis. Euh, voilà, enfin bref, tous ces trucs-là. Et honnêtement, en fait, ça commence à me saouler de voir ça. Parce que on le fait tous les ans. Tous les ans, ils le font depuis la première fois où ça a été fait. Et ça me gonfle. Et ça me gonfle parce que d'un côté, la performance, elle est incroyable, hein. Là, tu vois Sol Ruka, elle retombe au niveau des mains, elle reste en mode poirier, elle pose un pied parce que bah, pour être éliminé, il faut poser les deux pieds au sol. Elle pose un pied, elle retourne en mode poirier, puis elle remonte dans le ring avec une force qu'elle doit avoir dans les abdos qui est absolument incroyable. Mais en même temps, tu te dis, mais ils font ça tous les ans. Tous les ans, tu as ça dans chaque Royal Rumble. Et tu te dis, en fait, au bout d'un moment, bah ça perd en charme. Parce que tu le ferais une fois de temps en temps, tu dirais ah ouais putain il y a 2 3 ans on avait vu ça, putain c'était incroyable et là ils le refont, waouh c'est trop bien. Que quand on te le fait 2 3 fois par an, bah au bout d'un moment bah ça perd enfin ça perd son côté extraordinaire et puis bah moi ça me gonfle plus qu'autre chose alors que le move il est juste génial mais à juste le faire tout le temps bah ça commence à me gonfler. Du coup, un peu plus tard, on a Thea qui va réussir à éliminer quelqu'un. Pareil, je ne me souviens pas de qui c'était. Indy Hartwell va éliminer Lash Legend. Voilà. Valkyria va éliminer Kiana James. Et ensuite, Zoe Stark. Attends. Zoe Stark va éliminer une fille dont je n'ai pas le nom. Putain, il y avait beaucoup de filles dont j'avais pas le nom là-dedans. Et je me demande, c'est pas Zoe Stark qui a lancé justement une fille sur Kiana James et Lash Legend qui est en train de s'engueuler à l'extérieur du ring. Euh, voilà. Et effectivement, la coupure pub qui m'a saoulé, c'est la suivante, l'élimination de Ivy Nile. Et ouais, parce qu'au bout d'un moment, t'es en plein match, coupure, tu reviens, et là tu vois Ivy Nile par terre à l'extérieur du ring. Et à aucun moment on te met un replay ou quoi que ce soit pour te dire comment elle est éliminée. Tu dis ok, elle est juste là, éliminée.
Tu sais pas pourquoi, tu sais pas qui. Faut arrêter de faire ça, surtout dans une Battle Royale. Je veux dire, ça n'a aucun sens de couper les éliminations. Je veux dire, s'il y a un moment, t'as un petit moment de mou, que tu mets une pub sur un moment de mou, où personne n'est éliminé, où il se passe rien, ok. Mais là, t'as quand même une élimination, et tu reviens même pas en replay ou. Franchement, ça m'a énervé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là avec leur pub? Déjà que ça commence à me saouler de plus en plus de foutre ça en plein pendant les matchs et que bah il n'y ait pas tout le temps des replays pour voir ce qui s'est passé. Je rappelle le coup du match de Alba et Isladon où t'as une coupure avec Alba qui est le déchu et puis après la coupure qui se retrouve le doigt tordu dans une clé, tu sais même pas d'où ça sort, tu vois une caisse à outils après, tu sais même pas d'où elle sort, enfin, je veux dire, faut qu'ils arrêtent de faire ce genre de choses, pas en plein match. Putain, déjà qu'ils nous saoulent avec toutes les sortes de pubs, les machins qui foutent entre les segments ou les matchs, et il va vraiment falloir qu'ils arrêtent avec ça, hein. Bref, bah Ivina est éliminée, mais on ne sait pas comment. Ensuite, Indy Hartwell va se faire éliminer par Jessie Jane. Et Nikita par Elektra Lopez. Euh, non, Nikita élimine Elektra Lopez. Ensuite, Zoe Stark. euh, attends, oui, Zoe Stark va bien éliminer Nikita. Elle va également pousser Wendy Chou à l'extérieur qui va atterrir sur son oreiller. Encore une fois, arrêtez de faire ça une tonne de fois à chaque match dans ce genre. Putain, on a déjà vu ça avec Mandy Rose ou quand elle était encore à SmackDown ou à Raw. Bref, c'est chiant tout le temps faire ces trucs-là. Et en plus, au final, t'as Electra qui vient, je sais plus si elle la pousse ou si elle tire sur l'oreiller. Donc au final, Wendy Chou est éliminée. Et du coup, on a Sol Ruka qui va finir par éliminer Zoe Stark. Donc ça, c'était plutôt cool qu'une fille comme Solroca, un peu plus ou moins de la mid-card, et pu éliminer un très gros nom, ça je trouvais ça très cool, même si au final c'est Alba Fire qui va éliminer Solroca. Du coup on se retrouve avec un carré final entre Valkyria, qui quand même, hein, Valkyria est revenu il y a à peine un mois, et encore 3 semaines, un mois, donc c'est énorme qu'elle se retrouve déjà aussi haut placée dans un match pour un titre. Alba Fire, Gigi Dolin et Jessie Jane. En plus, Valkyria va réussir à éliminer Alba Fire, ce qui est énorme. Mais du coup, à cause d'une intervention de Coraged, alors Coraged va tenter une fois dans le match d'attaquer Valkyria, mais va complètement se foirer. Enfin, de toute façon, Coraged dans ce match, elle se fait mais humilier comme il n'y a pas. Je ne comprends pas c'était quoi leur délire. Euh, du coup, à cause de l'intervention de Coragey, du coup, Gigi et JC Jane vont réussir à éliminer du coup Valkyria. Et du coup, ensuite, Cora et Valkyria sont mis à se casser la gueule à Alexander Wing. Et c'est marrant parce que c'est qu'une fois les deux éliminés que Coragey arrive à frapper Valkyria. Tu dis, ça n'a aucun sens, mais bon. Tant pis, les deux vont partir en rivalité. Et j'avoue que voir une personne expérimentée contre Valkyria face à Cora Jade, ça peut que aider Cora Jade à énormément s'améliorer. Et j'avoue que bah, du coup, j'ai hâte de voir leur petite rivalité, parce que j'aime bien ces deux femmes-là. Du coup, on a Jessie Jane et Gigi Dolin. Au début, ils sont là en mode ouais, on a gagné, on est trop contente. Comme on l'avait prédit, on est les deux dernières. Sauf que, ben, on, on est comme les Hunger Games, hein, il faut qu'une seule survivante. Et au début, Jessie Jane va être en mode bon bah allez ok, Gigi t'as gagné, moi je sors. Du coup elle commence à vouloir passer au-dessus de la troisième corde et Gigi il fait non non mais sors pas, viens, t'élimines pas. Et du coup Jessie Jane va trahir Gigi Dolin en l'agressant. Donc est-ce que ça annonce réellement la fin des Toxic Attraction comme je le pensais ou pas? On ne sait pas. Les deux, du coup, vont un peu s'affronter et elles vont tomber en même temps. Et je trouve que le timing est plutôt bien foutu parce que t'as un arbitre qui va être en mode non, mais c'est Gigi qui a gagné. T'en as deux, trois autres de l'autre côté qui sont en mode non, mais c'est Jessie qui a gagné. Bon, moi j'avoue que je suis plus team Gigi Dolin, donc j'aurais aimé que ce soit Gigi. Euh,
Et ça rappelle le Royal Rumble avec Batista et John Cena. Bon, eux, de mémoire, c'était clairement pas voulu. Ou du coup, ils sont tombés en même temps, qu'ils ont dû recommencer. Et puis la fameuse victoire de Batista, qui de mémoire amène à son match, du moins ce moment épique où il décide d'affronter, de signer un contrat pour affronter Triple H, qui était vraiment génial. J'adore revoir ce moment de temps en temps parce que c'est vraiment un moment qui m'a beaucoup marqué. Mais du coup, ils ont reproduit un peu ce moment, mais je crois qu'ils l'ont hyper bien fait parce que vraiment, même quand ils montent le ralenti, c'est vrai que c'est hyper difficile de déterminer laquelle est vraiment tombée en première au sol, même si j'avais quand même l'impression que Gigi avait posé ses deux pieds un tout petit peu, mais vraiment du microseconde avant JC, mais au final, ils ont pris la décision de faire gagner les deux. Là, tu te dis, mais attends, dans le Royal Rumble, parce que vous faites référence au Royal Rumble, hein, très clairement, c'est une référence au Royal Rumble, comme ce qu'ils ont fait avec Sol Roca et Wendy Choo, c'est clairement de la référence au Royal Rumble. Et en même temps, c'est normal, le Royal Rumble, c'est dans 2 semaines. Euh, et tu te dis, attendez, vous faites référence à ça, sauf que dans ce Royal Rumble où vous faites référence avec cette fin, le match a repris pour qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur. Là, ils sont juste là, bon bah, Gigi et JC ont gagné, Toxic Attraction est vainqueur. Et tu dis, ok. Et en plus, tout ça pour ensuite partir sur un triple threat match. Donc au final, je pense qu'on est vraiment parti pour diviser Toxic Attraction. Ouais, c'est bizarre de faire gagner les deux, hein, parce que même malgré la trahison de JC, les deux ont pas l'air de s'en vouloir plus que ça à la fin du match quand les deux sont déclarés vainqueurs, parce qu'au final, même si JC a agressé Gigi, bah, au final, elles ont quand même réussi leur objectif de toutes les deux gagner, alors que techniquement, on aurait été comme à l'époque du Royal Rumble, on aurait relancé le match, et même techniquement, le but d'une Battle Royale, c'est qu'il y ait un seul survivant, comme le Royal Rumble, donc normalement, ils auraient dû relancer le match, qu'il n'y ait qu'une seule vainqueur. Donc là, je trouve ça un peu dommage, mais en même temps, ça peut donner un très bon match plus tard, donc bon, on verra. Donc voilà pour ce match, voilà, quelques refs au Royal Rumble, et ouais, comme je disais, déjà déçu de la coupure qui est en plein milieu, qui empêche enfin, où on ne voit pas une élimination, mais surtout la Battle Royale, bah, je trouvais qu'elle a été un peu expédiée, quoi, je crois qu'en une dizaine de minutes à peine c'était fait, quoi. Ils sont tous éliminés ultra rapidement. Pour même la fin, une fois qu'on a le carré final, on aurait pu imaginer, ou les deux dernières, que ça allait se battre un peu plus longtemps, comme dans les Royal Rumble, et là, bah, que dalle, quoi. Et moi, j'ai le souvenir d'une Battle Royale féminine de NXT, à l'époque où on avait encore Io Shirai, Raquel Gonzalez, Tegan Nox, Dakota Kai, Candice LeRae, Kacy Catanzaro, à l'époque où elle s'appelait pas Katana et qu'elle n'avait pas encore été virée et récupérée du coup. Mais je me souviens qu'on avait une très bonne Battle Royale et je trouve que celle-ci, à côté de celle dont je fais référence, bah, je la trouve vraiment moyenne, quoi. J'aime bien certaines des rêves, notamment la rêve de fin sur le Royal Rumble gagné par Batista, mais à part ça, bah, le reste, je trouve pas que c'était aussi fou que la Battle Royale dont je viens de faire référence. Donc, on va maintenant faire les previews et la conclusion de la vidéo. Donc, en preview, la semaine prochaine, on a deux matchs de annoncés. Carmelo Hayes et Trick Williams contre Axiom et Apollo Crews. Donc, j'ai plutôt hâte de voir ce match-là. Ça peut donner un truc vraiment génial. Et on aura Briggs et Jensen contre Gallus, donc qui a l'air de bien confirmer que Gallus a agressé Briggs et Jensen. Et surtout, je pense que le vainqueur de ce match aura une chance pour le titre d'NXT par équipe à NXT Vengeance. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Et du coup, pour NXT Vengeance le 4 février, donc dans 3 semaines, puisque du coup ce sera pas le week-end du Royal Rumble, mais celui d'après, on a deux matchs qui sont déjà annoncés, donc un triple threat match
pour le NXT Women's Championship, donc entre Roxanne Perez, Gigi Dolin et Jessie Jane, où là je pense qu'on aura réellement la fin de Toxic Attraction, et je ne serais pas étonné que dans des segments la semaine prochaine et les semaines qui suivent on ait de plus en plus de tensions entre les deux filles. Du moins c'est ce que j'aimerais. Voilà, que les deux puissent partir en solo, hein, ça peut donner des bonnes choses aussi, je pense, à l'avenir. Et du coup, on a aussi d'annoncer, avec un segment qui a terminé le show, Bron Breakker contre Grayson Waller dans un Steel Cage. Moi j'aime beaucoup les Steel Cage, pour le titre de NXT masculin. Bref, à NXT Vengeance le 4 février, et j'ai plutôt hâte de voir ça. Bref, dans la globalité, ce fut un bon show. NXT Level Up, c'était plutôt sympa. NXT normal, c'est à part les petits moments coup de gueule que j'ai donné, le reste du show, je l'ai trouvé vraiment bon. Voilà, c'était pas non plus trop chiant, mais parce qu'il y a des choses, voilà, comme le cri de Mal, c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Walker d'MC, ça m'intéressait pas beaucoup plus que ça. Mais le reste, et même cela, c'était quand même assez cool à regarder, mais voilà, j'ai trouvé que le reste était plutôt sympa. On sent qu'on est dans l'épisode spécial avec tous les retours, genre 3 retours enfin 4 retours. Voilà, si on compte vraiment membres d'équipe, mais 3 si on compte l'équipe en une seule unité d'un coup. Donc voilà, c'était quand même plutôt sympa. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce show. Voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne Anacalypsy Wrestling. N'hésitez pas non plus à aller checker les autres vidéos de nos autres chaînes Anacalypsy si d'autres thèmes vous intéressent autres que, que le catch. Hein. Voilà, on parle de plein de choses. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!